Bonjour à tous, camarades et citoyennes. Beaucoup de gens ont le tort souvent de considérer que le marxisme et le patriotisme seraient des notions opposées et ont l'air de confondre l'internationalisme, soit la solidarité du prolétariat au-delà des nations, avec une forme de cosmopolitisme, avec la négation des nations, avec le discours sur je suis citoyen du monde, ou l'antinationalisme, dire abat les nations, comme quoi les nations n'auraient pas de légitimité à exister. Et certains osent même citer Marx pour défendre une telle ânerie, en se focalisant sur une chose. Une phrase de Marx dans laquelle il dit le prolétariat n'a pas de patrie. Marx dit bel et bien cette phrase. Le problème, c'est que les personnes qui l'emploient ont l'air de peu contextualiser la chose. En effet, Marx l'exprime bel et bien dans le manifeste du Parti communiste que j'ai ici. Dans la partie 2 qui s'intitule Prolétaires et communistes. Donc, je situe un peu où c'est dans la partie 2, ça fait. Prolétaires et communistes, donc la partie 2, il est bel et bien cette phrase. Mais cette phrase, on oublie le passage où celle-ci est citée. Alors, il est question de beaucoup de choses sur. On nous parle d'abolition de la famille, on nous parle d'abolition de la nation, de la propriété privée. Et Marx, justement, nuance. Quand Marx, on lui parle de la propriété privée, il distingue évidemment la propriété privée personnelle et lucrative, et même celle de la petite propriété bourgeoise, de la propriété privée des grands moyens de production. Hein, pour lui, la propriété issue de l'épargne et de l'effort se fait déjà cannibaliser par le capital. Hein, voilà. Donc, voilà. Et il dit aussi que l'immense majorité justement de la société n'a pas de propriété privée des moyens de production. Que cela, c'est une arnaque de parler de la propriété privée en général. Hein. Euh, et il distingue le fait de s'approprier euh, des produits sociaux et la propriété privée des moyens de production. Euh, voilà. Donc posséder un slip, posséder un logement, posséder ses meubles, posséder même une petite entreprise, d'un point de vue marxiste, c'est pas la même chose que posséder une usine, posséder une grande exploitation agricole, et encore un petit lopin de terre, une petite exploitation familiale, voilà, enfin, bref. Mais il en est même de choses pour... la chose est la même en réalité pour la nation. Quand on situe le texte réellement, puisque avant de dire les ouvriers n'ont pas de patrie, il commence, je sors la phrase d'accroche avant de vous citer tout le passage. On a en outre reproché aux communistes de vouloir de vouloir abolir la patrie, la nationalité. On a en outre reproché aux communistes de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n'ont pas de patrie. Donc là, Marx répond à un reproche. Je vais vous lire le passage en entier pour ensuite qu'on essaie de développer ce qu'il en est réellement. Et vous dire qu'en réalité, là où certains pensent qu'un marxiste ne devrait pas être un patriote, en réalité, il faut penser l'inverse. Un marxiste doit être patriote. Je vous expliquerai ensuite pourquoi, quel est mon point de vue sur la question, mais on va développer l'ensemble. On a en outre reproché aux communistes de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut leur prendre ce qu'ils n'ont pas.
Comme le prolétariat doit d'abord conquérir la domination politique, s'ériger en classe nationale, comme le prolétariat doit d'abord conquérir la domination politique, s'ériger en classe nationale, se constituer lui-même en nation, il est encore par là national, bien que nullement au sens où l'entend la bourgeoisie. Première partie. Les cloisonnements, deuxième partie, les cloisonnements nationaux et les oppositions entre les peuples disparaissent de plus en plus du fait du développement de la bourgeoisie, de la liberté du commerce, du marché mondial, de l'uniformité de la production industrielle et des conditions d'existence qu'elle entraîne. La domination du prolétariat les effacera. Deuxième partie. Troisième partie, la domination du prolétariat les effacera plus encore. L'action unie, du moins dans les pays civilisés, est l'une des premières conditions de son émancipation. À mesure qu'est abolie l'exploitation d'un individu par l'autre, à mesure qu'est abolie l'exploitation d'un individu par l'autre, l'exploitation d'une nation par l'autre l'est aussi. Avec l'opposition des classes à l'intérieur d'une nation tombe l'hostilité des nations entre elles. Donc ça, c'est tout le passage qui concerne la nation. Donc, qu'est-ce que dit Marx? On reproche aux communistes de vouloir abolir la patrie. Que les ouvriers n'ont pas de patrie. Marx ne dit pas que les ouvriers ne doivent pas avoir de patrie. Il dit que les ouvriers n'en ont pas. Pas au sens où ce sont des déracinés qui feraient un voyage à Tokyo, puis à New York, puis à Washington, puis à Berlin, puis à Paris, puis à Londres, et qui iraient se promener sur la planète comme le feraient les bourgeois avec leur cosmopolitisme. Mais le fait qu'ils n'ont pas de contrôle sur leur pays, ils vivent dans leur patrie. Mais cette patrie, ils ne se le sont pas appropriés. Et donc, ils doivent conquérir le pouvoir politique au sein de la nation. Il faut qu'on ait un patriotisme, du coup, ouvrier. Il faut qu'il y ait une appropriation de la nation par la classe ouvrière. Là, il est précisément en train de dire le contraire de ce que certains gauchistes anti-nation et de ce que certains droitardés qui aiment critiquer le marxisme sans connaître le marxisme disent. Non, Marx est en train de dire clairement que le prolétariat doit prendre le contrôle de sa nation. Il doit s'ériger en classe nationale. Il n'a pas dit une classe internationale qui ferait qui voyagerait en avion en classe affaires. Non, non, il n'a pas dit on a un coup de baguette magique comme pensent les trotskistes et d'un coup le prolétariat serait la classe dominante au niveau mondial et exercerait mondialement sa dictature du prolétariat parce qu'on aurait effacé les frontières, machin truc. Non, parce que ce discours un peu cadabrantesque des trotskistes, c'est pas du tout présent chez Marx. Une classe nationale. Marx dit aussi le cloisonnement les cloisonnements nationaux et les oppositions entre les peuples disparaissent de plus en plus du seul fait du développement de la bourgeoisie, de la liberté du commerce, du marché mondial, de l'uniformité, de la production industrielle et des conditions d'existence qu'elle entraîne. Là, il est précisément en train de dire, c'est pas les communistes qui veulent abolir la patrie, c'est les capitalistes qui le font déjà. Les capitalistes le font. Le processus même du capitalisme, il finit par produire cette abolition de la patrie d'une certaine façon. Alors certains vont me dire, mais quand on dit la domination du prolétariat les effacera plus encore. Le but du marxisme n'est pas une approche, un nationalisme chauvin. Ce n'est pas de se fermer sur le monde. Mais ce n'est pas non plus de faire du libre-échange dérégulé. Il y a quand même une certaine complexité dans les choses. L'action unie, du moins dans les pays civilisés, est l'une des premières conditions de son émancipation. Alors ça, l'action unie dans les pays civilisés, c'est l'action unie de la classe ouvrière au niveau international. Bon, ça dit le manifeste du Parti communiste, comment dire, l'AIT. L'AIT, c'est quand même l'Association internationale des travailleurs, c'est en 1864, entre 1864 et 1876. Le manifeste du Parti communiste, il me semble, c'est en 1848.
Donc voilà, fin 1847, début 1848. C'est plus en 1848. Donc, il anticipe un peu sur l'internationalisme prolétarien, mais au début, si vous voulez, l'AIT, qui a eu lieu quand même un peu plus tard que le manifeste du Parti communiste, pas cette édition-là qui est quand même récente, pas l'édition originale, on va dire, mais boutade, mais si vous voulez, le, les pays civilisés, c'est les pays industrialisés, essentiellement européens. C'est ensuite qu'il y a eu le développement dans les ex-colonies de partis communistes, et entre la, entre la période simplement marxiste et la période léniniste, qui consiste à critiquer l'impérialisme, il y a un saut qualitatif dans la pensée marxiste avec Lénine sur la théorie de l'impérialisme. Voilà, sur le fait sur l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme. Et Lénine fait évoluer la critique du capitalisme. Et cette critique du capitalisme qui est reprise par Staline et peu intégrée par Trotsky. Euh, voilà. Staline qui, quoi qu'on en pense, pense la nation. Contrairement à Trotsky qui a le tort de faire du cosmopolitisme bourgeois repas en rouge au final. Enfin, en réalité, il est plus intéressé par l'Europe que par la révolution dans les pays coloniaux. Et en fait, par l'Europe, il entend essentiellement l'Allemagne, qui est l'un des pays les plus industrialisés d'Europe à l'époque. Et il y a les trotskistes qui, eux, ils entendent révolution permanente, mondiale. Enfin, donc, voilà. La domination du prolétariat les effacera encore. L'action unie, du moins dans les pays civilisés, est l'une des premières conditions de son émancipation. C'est pas du cosmopolitisme, ça, c'est de l'internationalisme. Et la suite nous éclaire sur le but de cette vision, sur l'objet de cette vision internationaliste. C'est pas de faire des vacances au Club Med, c'est pas dans d'autres pays. À mesure qu'est abolie l'exploitation d'un individu par l'autre, l'exploitation d'une nation par l'autre l'est aussi. Alors ça, c'est une vision qui est plutôt, on peut qualifier d'anti-impérialiste. Peut-être pas la théorie anti-impérialiste de Lénine dans cette vision des choses, pas la stratégie anti-impérialiste léniniste, mais il y a quand même quelque chose. Voilà, on veut abolir la propriété privée des moyens de production et on estime que ça permettra de faire en sorte qu'il y ait un monde dans lequel il n'y ait pas de nation qui en exploite d'autres. Avec l'opposition des classes à l'intérieur des nations tombe l'hostilité des nations entre elles. Et on veut qu'il n'y ait pas de guerre entre les nations dont les victimes sont les prolétaires eux-mêmes. Quant aux accusations portées contre le communisme d'un point de vue religieux, philosophique et idéologique en général, elles ne méritent pas de discuter plus en détail. Enfin, c'est encore un autre sujet. Mais voilà. Vous voyez, souvent on fait dire n'importe quoi au marxisme. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'eurocommunisme qui s'ajoute au trotskisme. Et l'eurocommunisme, c'est cette déviation qu'ont subi les partis communistes occidentaux, notamment français, italiens et espagnols, qui, suite à l'abandon du Parti communiste, ils sont remplacés par quoi? Par un communisme ouvert à de nouvelles idées. Et ces nouvelles idées, c'était plutôt des idées très conciliantes envers la bourgeoisie, sous prétexte de démocratie. Seulement, le modèle Marchais, c'est pas le modèle Carillo ou Berlinguer. Hein, et après Georges Marchais, il y a Robert Hue. Et puis, on a un PCF qui finit par adhérer à la construction européenne, par penser que suivre le Parti socialiste dans cette aventure-là pourrait être positif. Je ne sais pas comment on a pu avoir des gens qui sont tombés dans une telle connerie, mais en tout cas, ça s'appelle des traîtres au final. Ça s'appelle soit des imbéciles dans un cas, soit, dans le pire des cas, des traîtres. Euh, on a ça qui s'ajoute aux trotskistes les plus, voilà, et aux anarchistes les plus dingues. Voilà. Donc, non, Marx, c'est pas du cosmopolitisme bourgeois. Marx, c'est de l'internationalisme et une approche sérieuse
du marxisme, c'est de considérer que le prolétariat est érigé en classe nationale, qui doit s'approprier la nation. Alors certains vont me dire, oui, mais il y a le passage sur la domination du prolétariat les effacera plus encore. Oui, il faut un peu de subtilité. Euh, pour qu'une nation ne soit pas dominée par une autre, il faut quand même qu'elle s'affirme. Voilà. Et qu'elle affirme son indépendance. Et pour qu'un pays n'en domine pas un autre, il faut qu'il affirme aussi son indépendance vis-à-vis de la bourgeoisie et vis-à-vis enfin, qui souhaitent quand même se disent pas j'ai besoin d'exploiter un autre pays pour voilà. Qui sont capables de se centrer sur son propre développement. Cela dit, ça permet à terme un rapprochement entre les peuples et une union, une unité de l'humanité beaucoup plus grande. Donc, c'est-à-dire que ça met fin à un cloisonnement sur le plan d'un rapprochement des peuples. Mais c'est nullement la même approche que celle de la bourgeoisie qui est un cloisonnement commercial, si vous voulez. C'est-à-dire que la bourgeoisie va vouloir défendre des politiques de libre-échange et de mise en concurrence des travailleurs. Par ailleurs, il y a un biais dans le texte que je viens de vous lire, c'est que je pense pas que le commerce mondial, la mondialisation et l'impérialisme qui va avec, dans le développement du capitalisme, n'amènent que de la paix. Il amène aussi ces lots de guerre, de rivalité entre nations et de rivalité impérialiste ou inter-impérialiste, de guerre impérialiste et de rivalité inter-impérialiste. Donc, nier la nation, c'est complètement stupide si on veut lutter contre l'impérialisme, en fait. Il faut quand même prendre en compte ça. Mais il y a des gens qui interprètent Marx avec un manque de subtilité. Ils disent, ouais, mais le prolétariat n'a pas de patrie. Mais imbécile, c'est une situation que le prolétaire il subit dans le texte. Dans le texte, Marx, il parle de cette situation comme d'une situation subie, pas d'une situation qui a un devoir moral, comme quoi le prolétaire ne devrait pas avoir de patrie. Il dit précisément que le prolétariat doit s'ériger en classe nationale. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est, avec l'Union européenne, avec l'euro, avec l'OTAN, c'est reprendre notre indépendance nationale. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que ça soit la classe ouvrière, en premier lieu, qui s'en saisisse. Et pas simplement une vision interclassiste. Il faut un souverainisme, mais il faut faire en sorte que ce souverainisme soit essentiellement prolétarien, ouvrier, populaire, dans cette situation. Donc voilà, les ouvriers n'ont pas de patrie, on ne peut leur prendre ce qu'ils n'ont pas. Constat, pas exigence morale, mais constat. Comme le prolétariat doit d'abord conquérir la domination politique, s'ériger en classe nationale. Cette phrase-là, ça remet entièrement en question le cosmopolitisme bourgeois. Se constituer lui-même en nation. Si vous dites le prolétariat n'a pas de patrie, que vous n'avez que ce mot à la bouche, vous niez carrément ce que dit Marx sur se constituer lui-même en tant que nation. Il est par là national, bien que nullement au sens où on entend la bourgeoisie. Donc il y a une phase pendant laquelle, au niveau national, le prolétariat exerce le pouvoir. Et c'est ensuite que, dans certains état d'esprit, les cloisonnements nationaux et les oppositions entre les peuples disparaissent de plus. Le seul fait du développement de la bourgeoisie. Enfin, certes, la bourgeoisie, elle cesse les cloisonnements avec le, le commerce mondial, avec la mondialisation, avec le libre-échange. Mais c'est un libre-échange que subit le prolétariat, un prolétariat qui doit se protéger, un prolétariat qui doit reconquérir l'indépendance nationale. Et le but, s'ouvrir sur d'autres peuples, le prolétariat n'a rien contre. Par contre, il est plutôt opposé au fait de s'ouvrir aux règles de libre concurrence capitaliste. C'est pas la même chose. Donc il doit pouvoir s'affirmer dans ce jeu-là, et ensuite il doit s'ouvrir sur des relations avec le prolétariat d'autres pays, pour organiser le socialisme dans chaque pays, dans chacun de ces pays,
voilà, pour pousser à la création d'une internationale et d'alliance entre ces pays socialistes et développer des projets ensemble. Des projets, voilà. C'est-à-dire que les capitalistes vont faire des projets. Aujourd'hui, il y a une certaine décadence surtout dans les pays occidentaux, notamment. Mais avec Internet, avec des projets de transports internationaux, enfin de chemin de fer et compagnie, évidemment, on va pas détruire les réseaux Internet, détruire les chemins de fer, mais on va se les réapproprier d'abord au niveau national, parce que ce sera l'échelle où on pourra agir, et ensuite au niveau international. C'est-à-dire que la planification qu'on fait au niveau national, on peut très bien envisager de planifier sur plusieurs nations des projets en commun. Mais ça exige d'abord de reprendre l'indépendance nationale et d'avoir des partenaires socialistes, communistes, dans d'autres pays avec qui coopérer. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je nie les nations, nier un cadre géographique, géopolitique qui permet d'agir à une échelle concrète, de, ou juste parce que le prolétariat n'a pas de patrie, euh, en oubliant tout le reste de ce que dit Marx, par ailleurs. On peut pas, ouais, enfin, si on veut réellement agir. Et à terme, développer des coopérations internationales qui seront pas des trucs de libre-échange, non, mais ce sera des coopérations tout autres. Le décloisonnement du monde effectué par la bourgeoisie, avec des projets industriels, ce n'est pas le même décloisonnement du monde que celui du prolétariat, en fait. Le décloisonnement du monde du prolétariat, c'est parce qu'on a désaliéné le pays de son influence bourgeoise, parce que le prolétariat, c'est auparavant érigé en classe nationale, avant de, voilà, de dire ouais, on est internationaliste, on abolit les frontières. Non, c'est pas l'approche c'est pas l'objectif d'abolir la frontière. L'objectif, c'est de rapprocher les peuples. Et oui, les frontières, c'est pas de l'autarcie. Hein. Il y a une différence entre protéger son économie nationale et se couper totalement du reste du monde. Au niveau des frontières, on contrôle ce qui rentre et ce qui sort, et ça ne veut pas dire qu'on empêche de rentrer et de sortir, euh, tout- de toute entrée et toute sortie au niveau des frontières. C'est civique qu'on contrôle. Et je suis désolé, mais si le prolétariat veut contrôler les moyens de production et d'échange, il doit nécessairement contrôler au niveau national la monnaie, les frontières, les lois et la diplomatie de son pays. Les diplomaties de son pays, sa puissance militaire, ce genre de choses. Sinon, sinon il laisse le pouvoir politique et économique à la bourgeoisie. Donc, à mon sens, il faut interpréter ce que dit Marx ici, précisément comme non pas un refus de la patrie, mais comme un patriotisme, comme un patriotisme socialiste à défendre, en fait. Ce qui n'est pas incompatible avec l'internationalisme, qui n'a rien à voir avec le cosmopolitisme, ni avec le nationalisme bourgeois. Voilà, on n'est pas chauvin, on n'est pas pour l'autarcie, mais on n'est pas pour la mondialisation, le libre-échange ou un discours antinationaliste. On est communiste, pas anarchiste, pas trotskiste. Voilà. Donc voilà, un bon marxiste est patriote. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, prenez soin de vous. Raison, égalité, solidarité, nous vaincrons.